Pesticides de synthèse et jardins familiaux ou privés ne font pas toujours bon ménage. Monsieur et Madame Tout-le-Monde les utiliseraient trop souvent fort mal, avec des risques non négligeables à la clé. Comme nous l'explique Jean-Pierre Masclet. À 72 ans, cet ancien arboriculteur, horticulteur et paysagiste est aussi président des Jardins du Cœur à Yverdon. Depuis 25 ans, chaque dimanche matin ou presque, il prodigue conseils et recommandations aux auditeurs de Monsieur Jardinier sur la première. L'utilisation des produits de synthèse est quand même délicate dans la mesure où il y a des dégâts collatéraux au niveau de la nature. On dépose quand même des produits sur le terrain, sur les végétaux qui vont par la suite dans la terre. Et puis aussi des dégâts au niveau de l'utilisateur, parce que l'utilisateur amateur en général ne se protège pas assez de ces produits, il peut inhaler les produits, il peut s'en mettre sur les mains et par la suite aussi, souvent il y a trop de produits dans la boîte et ce produit il élimine comme ça, on ne sait pas très bien comment il élimine et en général ça part dans la terre ou bien dans les eaux claires. Et ça, c'est dangereux? Alors ça, c'est dangereux parce qu'à terme, on met des produits de synthèse dans le sol. Au niveau des micro-organismes du sol, ça les détruit. Et en plus, ces produits, avec le lessivage ou avec les pluies, ça peut partir dans les nappes phréatiques. D'une année à l'autre, ce sont quelques 220 tonnes de produits phytosanitaires de synthèse qui finissent dans les jardins familiaux ou privés helvétiques. C'est 10% de tous les pesticides vendus chaque année en Suisse. Et c'est sans compter avec une tendance à la surutilisation d'engrais. Il s'avère que dans la plupart des jardins privés, il y a beaucoup trop d'éléments nutritifs, de potasse, de phosphate. C'est ce que l'on constate lorsque l'on fait des analyses de terre. Pour limiter les risques, en 2018, l'Office fédéral de l'agriculture, l'OFAG, a décidé de répertorier et de séparer les produits phytosanitaires destinés aux jardiniers amateurs de ceux destinés aux professionnels. Alors aujourd'hui, il y a environ 1500 produits qui ont des autorisations. Et puis dans ces 1500 produits, il y en a un petit peu plus de 370 qui ont des autorisations pour un usage non professionnel. Pourquoi l'OFAG a décidé de séparer ces choses en deux? Quand vous avez un produit pour un usage professionnel, la concentration en matière active n'est pas la même que sur un produit pour un usage non professionnel. En plus, c'est destiné à des traitements sur des terrains qui ne font pas la même taille. D'un côté, on est sur un jardin, de l'autre, on est sur plusieurs hectares. Ça peut avoir des conséquences. Au 1er janvier de cette année, une modification de l'ordonnance fédérale sur les produits phytosanitaires a été introduite. Seuls les pesticides dûment autorisés pour les non-professionnels peuvent leur être vendus. Et ils doivent en outre le mentionner expressément sur leur emballage. Nous avons voulu vérifier si la nouvelle ordonnance avait bien été mise en œuvre dans les jardineries. Sur la base de la liste de l'OFAG, nous avons été traquer quelques-uns de ces pesticides. Et la chasse a été fructueuse. Nous avons visité 7 jardineries différentes. Landi, Jumbo, Migros, Coop, Schilliger, Hobby et Hornbach. Nous y avons trouvé et surtout pu acheter ces 12 produits. Et comme nous l'a confirmé l'OFAG, le numéro d'homologation et l'absence de mention spécifique en interdit normalement la vente aux amateurs. En tant qu'office fédéral, on ne peut pas aller contrôler dans chaque jardinerie, mais en effet, ça doit être mentionné sur les emballages qui sont destinés aux non-professionnels. Alors, chère madame, moi j'ai ici 2 confections d'un même produit destiné aux coléoptères. Un est réservé aux professionnels, l'autre aux non-professionnels. Vous m'expliquez comment on arrive à faire la différence avec ça? J'avoue, c'est très difficile pour un néophyte de faire la différence, mais pour moi, c'est aussi extrêmement difficile de faire la différence. Donc effectivement, ça veut dire que ce qui est inscrit dans l'ordonnance n'est pas appliqué, puisque sur aucun des deux ne figure autorisé pour un usage non professionnel. D'accord. Merci.
Tous les produits phytosanitaires non autorisés que nous avons découverts ont été immédiatement retirés de la vente par les 7 jardineries ou magasins dans lesquels nous les avions achetés. Les responsables de ces jardineries se sont cependant étonnés de l'absence de communication préalable de la part de l'OFAG sur cette importante modification. Ni nous, ni notre fournisseur n'étions informés du changement de statut de ce produit. Je regrette que la communication de l'OFAG sur les changements normatifs des produits phytosanitaires ne soit pas plus complète et proactive. Même reproche du côté des fournisseurs des jardineries, comme nous le précise Andreas Friedli, directeur commercial de Stähler Suisse, une société spécialisée dans la vente de produits phytosanitaires dont le quartier général est à Zofingen. On était quand même surpris. On savait que ça viendra, mais on ne savait pas cette date si proche, 1er janvier 2021. Si l'annonce était faite, on a encore pu arranger des choses, mais nous, on a même rempli les magasins quand cette annonce est venue. C'est ça un peu le problème qu'on a eu. On insiste tout le temps de demander l'OFAG, écoutez, on a des petites structures, on a des petits volumes, laissez-nous un peu plus de temps et puis on va faire tout correctement, autrement on est tout de suite en illégal, là, entre guillemets, si vous nous poussez avec des délais trop courts qu'on ne peut pas réaliser. Écoutez, ce sont quand même des professionnels de la branche, ils sont censés être au courant, ils doivent être au courant de ce qui se passe dans la branche, dans ce monde-là. S'il y a une mise en consultation d'une ordonnance qui va toucher quand même leur domaine de compétences, il faut quand même être au courant, quoi. Et puis il faut quand même dire que la liste qui définit les produits autorisés en professionnel et autorisés en non professionnel a été mise en place en 2018. La responsabilité de l'OFAG, c'est dans l'octroi des homologations, la mise en place de cette ordonnance. Maintenant, on ne peut pas aller faire les contrôles, on ne peut pas faire de la sensibilisation non plus. C'est aussi au canton de faire les contrôles. Nous aurions bien voulu savoir ce que pensaient les autorités cantonales chargées de surveiller ce marché de cette modification législative instaurée par l'OFAG. Aucune d'entre elles, et c'est une première pour notre émission, aucune d'entre elles n'a accepté notre demande d'interview. Ici, on prétextait le manque de temps, là, le manque d'effectifs. Mais la vraie raison, et certains de nos interlocuteurs l'ont reconnu, c'est qu'ils n'étaient pas au courant de cette modification législative. Les offices cantonaux nous ont tout de même fait savoir que la mise en place d'une campagne commune de contrôle sera discutée lors de la séance des inspecteurs romans qui se tiendra dans 2 jours, soit 6 mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance. Mieux vaut tard que jamais. En France, on interdit de vendre des produits phytosanitaires de synthèse au privé depuis le 1er janvier 2019. Si on n'en est pas encore là en Suisse, on peut tout à fait soigner son potager en se passant de chimie. Jean-Pierre Masclet en est persuadé depuis belle lurette. Petit à petit, il s'installe un écosystème autour du potager qui fait qu'un équilibre se fait. Ça ne se fait pas facilement. Il faut plusieurs années. Au bout de plusieurs années, il y a un équilibre parasite contre parasite qui s'installe et on a de moins en moins de dégâts. Et l'approche avec des produits doux permet de cultiver normalement. Et à propos d'écosystème, une autre interdiction est entrée en vigueur sur la pointe des pieds. Depuis le mois de décembre, l'utilisation des biocides sur les terrasses, les toits ou les chemins est proscrite, histoire de préserver les eaux dans lesquelles ces produits ruissellent. Cultiver son jardin ou son balcon, c'est sympa, mais pas facile de faire grandir des légumes sans pesticides. Claire Braillard s'est mise en quête de solutions alternatives. Comme dirait l'autre, silence, ça pousse. Avec la météo fraîche et pluvieuse du printemps, le potager a pris un peu de retard. Mais ici, on ne s'inquiète pas, on fait confiance à la nature. Alors là, on plante les courgettes. Ça marche chaque année bien. Malheureusement, les enfants ne les mangent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y en a plus pour nous. Hein ? Normalement, elles vont bien.
Mais c'est vrai que des fois l'été, s'il y a des jours trop humides et chauds, il peut y avoir un développement de ce qu'on appelle l'oïdium. L'oïdium, c'est un champignon qui pousse sur les feuilles. Et là, vous pouvez utiliser du lait dilué 10 fois, du lait entier, quoi, tout bête. Et puis vous pulvérisez sur toutes les feuilles et ça marche franchement bien. Mais sinon, c'est des plantes assez... si elles sont bien installées, ça pousse. On mange des courgettes tout l'été avec juste ça. Même si les courgettes ne font pas l'unanimité, le jardinage motive tout le monde. Comme il n'y a aucun produit chimique utilisé, les parents laissent les enfants largement participer. Pour remplacer les pesticides, on utilise des recettes traditionnelles et des solutions de lutte biologique. Une lutte écologique qui trouve des solutions dans la nature et nulle part ailleurs. Hop, mets les jambes. Voilà, c'est parti. Alors la lutte biologique, dans sa définition, c'est l'utilisation d'organismes naturels pour limiter la prolifération des ennemis des cultures. Plus généralement, c'est l'utilisation des ressources de la nature, que ce soit des macro-organismes, on parlera de lutte macrobiologique, comme les insectes et les acariens des vers, ou de petits organismes, comme sont les virus, les bactéries, les champignons, et là on parlera de lutte microbiologique. On choisit des champignons, des bactéries, des virus ou encore des insectes ou des vers pour leur capacité à entrer en interaction avec d'autres micro-organismes, voire d'autres insectes dont on veut se débarrasser. Par exemple, ce genre de feuilles qui sont mangées par des chenilles, on peut combattre les chenilles en pulvérisant une bactérie qu'on retrouve à l'état naturel dans les sols, qui s'appelle le bacille de Thuringe, Bacillus thuringiensis. Alors si c'est nécessaire, on peut éventuellement s'en débarrasser de cette manière biologique. Utiliser des bactéries ou des organismes vivants pour jardiner, c'est loin d'être nouveau. La lutte biologique était reconnue déjà au XIXe siècle. Mais avec le développement de la chimie dans les années 30, les solutions naturelles qui semblaient dépassées ont été abandonnées. Pendant très longtemps, on avait imaginé avec la lutte chimique que plus le produit serait toxique, puissant, plus il serait efficace. Et puis on s'est rendu compte que la molécule la plus violente qu'on puisse créer, après 3 traitements, on avait déjà l'apparition de résistance. Donc maintenant on n'est plus dans cette logique-là, on est vraiment dans une logique de travailler avec les plantes, avec la nature. Avec les solutions biologiques, un produit reste efficace dans le temps, il n'y a pas de phénomène de résistance. Autre avantage, pas de toxicité, on peut consommer ces fruits ou légumes sans danger. La lutte biologique serait-elle alors un remède parfait pour éliminer les problèmes de nos plantes ? La lutte biologique ne fonctionne pas contre absolument tout. C'est souvent une lutte qui est préventive. Donc il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir, dans toutes les situations, pulvériser par exemple ou apporter des micro-organismes et qu'on va pouvoir lutter contre certains pathogènes des plantes. Utiliser des bactéries ou des virus pour prendre soin de ces plantes, ça peut sembler délicat. Et pourtant, pas besoin d'être biologiste pour s'en sortir. Dans ce Garden Center du canton de Vaud, 90% des produits vendus sont bio, aussi simples d'usage que leur équivalent chimique pour un prix tout à fait comparable. Comme cette préparation pour fabriquer du purin d'ortie ou encore cet extrait de prêle vendu comme alternative aux fongicides. Et l'offre se développe encore avec ce qu'on appelle la lutte macrobiologique. Démonstration avec le responsable du magasin qui suit aujourd'hui une formation un peu particulière. J'apprends à mettre des coccinelles sur une plante qui est attaquée par du puceron. C'est dans le but de former mon équipe et d'avoir un conseil optimal auprès de la clientèle qui demande ce genre de produit-là. Les coccinelles sont utilisées comme prédateurs des pucerons. C'est la société suisse Andermatt Biogarten, leader dans le marché des solutions biologiques, qui les propose. Elles sont vendues dans des petites boîtes qui doivent être maintenues au frigo. Il faut compter 30 francs pour une boîte de 30 larves de coccinelles, 42 francs pour 25 adultes. Alors ça, c'est tout de notre région, pas des Asiatiques. Hein. D'accord, 100% suisse alors. Des coccinelles indigènes, c'est important. Les espèces asiatiques utilisées en Europe dans la lutte biologique se sont révélées très envahissantes jusque dans les habitations. Elles représentent même une menace pour la survie de nos coccinelles. On a une énorme demande de ces produits-là. Les gens se rendent compte qu'il faut protéger la nature, qu'ils sont plus près de la nature, qu'il y a d'autres alternatives que les produits phytosanitaires pour lutter contre certaines maladies. Et chaque année, on a de la gamme qui s'élargit toujours plus pour ce genre de produits-là. Ouais. Aujourd'hui, avec le regain d'intérêt que connaissent les solutions alternatives, la lutte biologique revient au cœur des recherches agronomiques. Alors moi, je travaille sur des champignons qui s'attaquent aux insectes, qui les mangent ou qui leur causent des maladies, notamment sur ce qu'on appelle des thrips, c'est des tout petits insectes qui s'attaquent aux plantes. Et ici, vous avez une série de champignons qui pourraient faire le job et tuer les insectes. Nous sommes dans le laboratoire Plantes et pathogènes de l'EPIA, haute école spécialisée dans le canton de Genève.
un centre de référence en Suisse pour la recherche dans le domaine de la lutte microbiologique. La lutte microbiologique, elle est basée sur des relations entre espèces. Et donc nous, on essaie évidemment de dégager des organismes qui peuvent être bénéfiques dans certains contextes pour aider la culture, aider les cultures de plantes, les protéger, leur fournir aussi une meilleure croissance. Moi, j'ai commencé il y a un peu plus de 15 ans de travailler ce domaine au sein de l'HES Genève. Et il y a 15 ans, c'était un peu le désert. Et puis, les gens qui en faisaient étaient considérés un peu comme, disons, des originaux. Après l'étape in vitro en laboratoire, direction les serres. Les plantes sont surveillées de près. Ici, les étudiants sont en train de mesurer le taux de chlorophylle, un facteur de bonne santé. Alors ici, on a isolé nos organismes. Et après toute une batterie de tests qu'on a conclu qu'elles étaient intéressantes, on les applique sur des vraies plantes pour voir si réellement on a un effet, une association avec ces plantes. Donc c'est l'étape suivante qu'on appelle in vivo. Et on va voir s'il y a réellement un effet de nos bactéries. Et les effets peuvent être spectaculaires, comme ici sur cette plante légumineuse originaire d'Afrique. Un exemple, ici, pas de bactéries compagnes qui est associée à la culture, donc pas de symbiose, pas d'échange, et ici, une symbiose réussie. Donc pour nous, ces petits essais qu'on mène avec les étudiants, c'est de trouver les meilleures bactéries et puis les meilleures combinaisons de bactéries. Alors Margot fait un travail très, très compliqué et très important, c'est le paillage. C'est juste pour éviter que la terre sèche trop. Ça évite pas mal les arrosages et ça évite qu'il y ait trop de mauvaises herbes qui poussent. Dans un monde idéal, les plantes ne tomberaient même pas malades et on n'aurait pas besoin de lutter ni chimiquement ni biologiquement. Eh bien, c'est possible en biostimulant les plantes ou le sol. Ça veut dire qu'on va apporter des composés naturels qui peuvent être des extraits d'algues, des champignons, des bactéries, un simple compost qui comporte des milliards de micro-organismes apportés au niveau du sol, nourrit cette vie du sol, renforce les plantes et on a créé comme ça une sorte de barrière immunitaire pour les plantes qui ne tombent carrément plus malades. Permettre à la nature de conserver un équilibre, c'est toute la philosophie de cette approche écologique. Une idée qui semble accessible à mettre en œuvre dans un jardin comme celui-ci, mais peut-être moins sur un balcon. Sur un balcon, les conditions climatiques sont plus extrêmes que dans la nature. Il y fait plus chaud, il fait plus froid, mais surtout, les sols que l'on va utiliser pour cultiver ces plantes sont différents. On a affaire à des sols artificiels, des substrats, des terreaux que l'on a achetés dans le commerce, et non pas des sols naturels où il y a des milliards de micro-organismes qui vont vivre en équilibre. Donc, potentiellement, on peut avoir sur un balcon des problèmes phytosanitaires plus importants que dans un jardin, voire plus fréquents aussi. Balcon ou jardin, les remèdes naturels sont adaptés aux deux. Seule contrainte, selon la taille de son balcon, son agencement, son mobilier, il est peut-être plus compliqué d'y pulvériser des solutions microbiologiques. Avec la prise de conscience écologique, les alternatives aux traitements chimiques pour les particuliers sont en plein essor. Et pour répondre à la demande, la nature ne manque pas de solutions. Dans 1 gramme de sol, on dénombre plus de 1 milliard de micro-organismes, que sont des virus, des bactéries, des champignons. Et tous ces micro-organismes peuvent potentiellement nous être utiles pour combattre les pathogènes des plantes. Même si cela fait plus de 30 ans qu'on pratique de la recherche dans la lutte microbiologique, on n'est qu'au début. Le réservoir est tellement important que tous les jours on découvre des micro-organismes qui pourraient nous être utiles. Donc on peut estimer, en étant optimiste, qu'à l'avenir, probablement que l'immense majorité des problèmes, des pathogènes des cultures, des ennemis des cultures, pourraient être combattus d'une manière microbiologique ou éventuellement macrobiologique, on l'avait dit, avec des insectes ou des acariens comme ça. Ah, les petites feuilles. Ça se passe pas si mal quand on laisse faire la nature. Après, ça a l'air complètement sauvage, mais en amont, voilà, tout l'hiver, on peut préparer un peu le terrain, on peut apporter, je sais pas, de la corne ou du fumier ou mettre du compost dessus. On a un grand compost au fond du jardin. Et puis on prépare et après, c'est vrai qu'une fois que les choses sont plantées, on n'a plus besoin de faire grand-chose et la nature s'arrange là autour aussi. La nature se débrouille, mais il faut lui donner un petit coup de pouce à un bon moment dans la saison. C'est une expérience au long cours que nous vous proposons maintenant. Les mélanges de fleurs sauvages ont la cote, on les sème dans les parcs ou les jardins au nom de la biodiversité. Alors, ces mélanges sont-ils réellement bons pour les abeilles, les papillons et les autres insectes? Nos collègues alémaniques ont testé toute une série de produits sur 12 mois. Verdict. C'est au jardin botanique de l'Université de Berne que ce test a débuté il y a 1 an. Nos collègues de Kassensturz ont sélectionné 12 mélanges de graines de fleurs sauvages qui ont été plantés dans 144 pots. Des pots dont la terre avait été rendue stérile.
Nous voulons savoir ce qu'il y a dans ces mélanges. Si j'ai de la terre dans laquelle des plantes ont déjà poussé, alors des espèces qui étaient déjà présentes se développent. C'est pour ça qu'on a des pots de terre stériles. Une expérience qui se déroule sur 1 an, car certaines graines ont besoin du froid hivernal pour pouvoir germer. Les semences de chaque produit sont chacune réparties dans 12 pots. Deborah Schaeffer et son équipe s'en occupent attentivement, un peu d'eau, beaucoup de terre et de patience. Et 1 an plus tard, une explosion de verdure. Mais dans quelle mesure ces mélanges de semences sont-ils bons pour la biodiversité ? À côté de Deborah Schaeffer, 2 autres experts se penchent sur nos petites graines. Stefan Egenberg, directeur d'Infoflora, et Daniel Balmer, fondateur de la plateforme Floresia. Critère du test, vérifier la présence de semences indigènes et celle d'espèces problématiques, déterminer l'intérêt de ces mélanges pour les insectes et les oiseaux, et vérifier si la promesse des emballages se retrouve sur le terrain. Pour 4 des 12 mélanges, seule une petite partie des espèces figurant sur l'emballage a finalement germé. Il peut y avoir 2 raisons différentes à cela. Soit la proportion de graines dans le mélange est très faible, soit la qualité des graines est mauvaise. Au terme de l'exercice, voici le verdict de nos experts. Quedlinburger, le produit le moins cher du test, est insuffisant à mauvais sur tous les critères. Il obtient une note de 2,4, c'est mauvais. Insuffisant pour le mélange de graines de Zollinger, espèce problématique, peu de diversité, peu d'intérêt pour les insectes. Insuffisant également le mélange de graines Mauser de chez Hobby, ainsi que celui de Jardin Royal acheté chez Jumbo. Une évaluation globale suffisante est obtenue par les fleurs sauvages de Select, par le mélange Prairie Fleurie de Flora Suisse, ainsi que ce sachet bio Bodensee Blütenträume. Contactés par Kassensturz, les producteurs de graines estiment qu'une évaluation équitable de leur mélange de fleurs n'est possible que 2 ans ou plus après avoir été semés. Mais qu'en pense notre jury ? Pour notre comparaison, il suffit que les plantes aient eu 1 an pour pousser. Cela se voit aussi parce que pour de nombreux mélanges, les 3/4 ou plus des espèces qui sont indiquées sur les emballages ont germé. Il se peut que d'autres espèces germent encore, mais cela ne va pas changer nos résultats. Un bon jugement global est décerné par le jury au mélange de fleurs sauvages de Hauert, acheté à la Migros, au mélange de fleurs sauvages Ecoplan de la Coop, ainsi qu'à celui acheté chez Sativa Bio. 2 produits sortent très bons, le mélange de fleurs sauvages Oufa, acheté chez Landi, et le mélange de graines pour zones ensoleillées d'Arta. Des produits au mélange riche et aux espèces variées, avec une grande valeur pour les animaux et les insectes. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Place à l'actualité conso maintenant, actualité que vous gardez à l'œil. Viviane Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, au programme, des factures papier qui coûtent les yeux de la tête, des pilules très dangereuses et puis des scanners qui peuvent vous voir et vous entendre. Exactement, ce sont les nouveaux scanners de la Coop. Vous savez, ceux qu'on trouve à l'entrée des magasins et qui permettent au client de scanner lui-même ses articles. Eh bien, ces nouveaux appareils sont désormais équipés d'un micro et d'une caméra à révéler le bic. Alors, vous avez interpellé l'entreprise qui les fabrique, l'entreprise française Zebra. Malheureusement, elle n'a pas voulu répondre à nos questions. Oui, c'est bien dommage parce qu'on aurait aimé savoir quelles données ces appareils sont capables de récolter, à quel point ils sont en mesure de nous espionner. En tout cas, cette histoire a interpellé la Fédération romande des consommateurs. On écoute sa secrétaire générale. C'est une technologie de surveillance et de traçage. C'est vraiment très important, effectivement, ce que Coop compte faire finalement avec cette technologie, qui va bien au-delà d'un assistant shopping. Et puis, quel est finalement le profilage aussi que Coop va faire à des fins marketing des données qu'elle récolte. Le problème, c'est aussi le cumul. Donc Coop a déjà beaucoup d'informations sur les détenteurs de Supercard, sur le comportement de consommation, sur le niveau socio-économique. Et avec ce genre de technologie supplémentaire, vous avez d'autres données encore qui peuvent être utilisées par la grande distribution. Quel type de données supplémentaires ?
sur votre image, sur votre voix, voilà. Potentiellement, évidemment, s'ils activent. Mais disons, la question, c'est pourquoi vous utilisez alors des scanners qui relèvent d'une technologie de surveillance et de traçage si vous ne comptez pas utiliser ça. On a également écrit au préposé fédéral à la protection des données qui a COP dans son viseur concernant ces nouveaux scanners. Et la COP, justement, Viviane, qu'est-ce qu'elle répond? Alors que, je cite, micro et caméra ne sont pas utilisés actuellement et qu'il n'est pas prévu de les utiliser à l'avenir. Ils sont intégrés par défaut. Fin de citation. Ouais, et ce, déjà dans 600 magasins dans toute la Suisse. Et quelque chose me dit que vous avez encore votre panier. Voilà. Ce soir, on commence avec ça, des relevés de comptes et des factures. Merci. Oui, c'est cadeau. Hein. Alors, des classeurs remplis de paperasse, on en a tous à la maison, mais c'est en train de devenir un petit luxe, vu le prix facturé aux clients qui demandent à recevoir ces documents. Un téléspectateur nous a écrit à ce propos. Ouais, lui, il est concerné par les nouvelles conditions de PostFinance qui entrent en vigueur en juillet. Oui, il nous explique qu'il payait jusqu'ici 5 francs pour son compte. PostFinance a sélectionné pour lui un nouveau système à 17 francs par mois, dont 5 francs pour une option papier. Donc 5 francs pour recevoir matériellement extrait de compte, des comptes de carte et intérêts annuels. Bon, 5 francs pour quelques feuilles de papier, franchement, comment est-ce que PostFinance justifie le fait de facturer si cher? Parce que c'est coûteux, répond tout simplement PostFinance, et c'est un avis partagé par d'autres. Prenons l'exemple des factures papier. Il faut les payer chez Swisscom, chez UPC, 3 francs, hein, et ça ne couvrirait même pas les frais engendrés selon UPC. Mais là, il y a un débat, hein, parce que pour le surveillant des prix, ces frais sont inférieurs à 1,50 franc. Débat pas tout à fait nouveau, d'accord, puisqu'en 2017, une motion avait déjà été déposée à Berne sur le sujet, motion qui n'avait jamais abouti. Exactement, alors que le surveillant des prix nous informe que l'Allemagne et l'Autriche ont décidé d'interdire ces pratiques. Pour lui, les entreprises devraient plutôt accorder des rabais aux clients qui décident de passer au paiement électronique au lieu de taxer les autres, des autres qui sont souvent des consommateurs dépassés par Internet, rappelle la FRC. Ouais, et puis donc, eux, ils doivent payer une première fois pour recevoir la facture papier et puis une deuxième fois au guichet postal. Hein, il y a souvent 3 francs à payer quand on va là-bas faire son paiement. C'est la double peine. Est-ce que c'est possible d'y échapper? Alors, payer ses factures en magasin, c'est gratuit et certains prestataires le proposent, nous informe l'organe de conciliation des télécommunications. Alors, la suite, c'est un petit paquet un peu louche, de papier ménage, un peu interpellant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? J'imagine que oui. Et je trouve des pilules pourquoi? Des pilules pour maigrir, hein. Elles sont arrivées exactement sous cette forme dans la boîte aux lettres d'une cliente. Donc des pilules sans emballage, sans explication. Où est-ce qu'elle les avait commandées? Alors, elle en a entendu parler par une amie, elle a vu des pubs sur Instagram. On lui disait que grâce à cette pilule, elle allait perdre 1 kilo par jour. Une pilule, ça coûte 10 francs. Et derrière ce commerce, il y a une société qui s'appelle Bella Forma. Alors, 1 kilo par jour, franchement, c'est trop beau pour être vrai. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas bien passé pour cette cliente. Écoutez son témoignage recueilli par nos collègues de RSI. J'ai eu des palpitations, mais hyper fortes. Puis transpiration, attaque de panique. Et puis, je me rappelle la vue qui baissait beaucoup. Je ne réussissais plus à me lever. Je ne pouvais pas appeler à l'aide. Je ne réussissais pas à aller jusqu'au téléphone pour appeler. Je n'arrivais plus à marcher, les jambes ne me portaient plus. J'ai cru que j'allais mourir. Selon le vendeur, il n'y aurait que des substances naturelles dans ces pilules. Mais le laboratoire livre un autre verdict. On a retrouvé de la fluoxétine, du bupropion, du chlorodiazépam et du bisacodyl, un laxatif. Alors, pas de substances naturelles ? Non, pas du tout. Il y a aussi de la caféine. Probablement pour éviter la somnolence que peuvent entraîner les 3 psychotropes dont je vous ai parlé. Prendre ces substances sans contrôle médical, c'est vraiment très dangereux. Mais ce n'est pas le pire. Ah bon? Il y a pire? Oui, malheureusement, il y a bien pire. Nous avons détecté une quantité très importante d'une molécule, la sibutramine. La sibutramine, c'est une vieille connaissance d'un bon entendeur, interdite il y a 11 ans à cause de graves effets secondaires. On parle là d'AVC, d'infarctus, d'arrêt cardiaque. Viviane, ces pilules, elles sont
tout à fait interdite. Oui, et d'ailleurs, nos collègues tessinois en ont référé aux autorités fribourgeoises, canton où est installée l'entreprise Bella Forma. Et nous avons appris que la pharmacienne cantonale a sommé cette entreprise de cesser toute activité de remise de produits thérapeutiques. Alors, on va terminer sur une note un peu plus légère, me semble-t-il, avec de la viande que vous nous avez amenée. Donc, de la viande hachée et puis des boulettes de viande. En fait, c'est de la viande hybride. En fait, c'est un mélange de viande suisse et de végétaux, de verdure, nous dit Migros, dont c'est la grande nouveauté. Alors, sur l'emballage, il est écrit moins 47% de viande sur les boulettes, moins 41% de viande sur la viande hachée. Le reste, c'est quoi? Alors, c'est de la verdure, mais la verdure, c'est pas forcément des légumes. Des légumes, en l'occurrence des carottes et des tomates, vous allez en trouver dans la viande hachée. Pour le reste de la gamme, ce sont des champignons et des protéines de pois verts. Et ça, est-ce que ça présente un intérêt diététique? Il y a moins de matières grasses. Si on prend l'exemple d'une saucisse, il y a 50% de matières grasses dans une saucisse traditionnelle et dans celle-ci, vous trouverez seulement 10%. En revanche, c'est très salé, 1,5 fois plus que des chips. Ah ouais, quand même. Et puis le prix, lui, est-ce qu'il est aussi salé? Assez, 25 francs le kilo, c'est le prix du poulet, alors qu'il y a dans ces produits au moins 40% de végétaux qui sont moins chers. Alors, conseil d'une diététicienne, il vaut mieux privilégier une viande hachée neutre avec une boîte de tomates. Les bonnes vieilles recettes. Merci beaucoup, Viviane, et bonne soirée à vous. Bonne soirée aussi. Et puis, un appel à témoins encore pour une prochaine émission sur les retraites. Nous cherchons des témoignages de personnes qui ont vu les conditions de leur deuxième pilier se détériorer. Si vous êtes prêts à en parler, écrivez-nous à be@rts.ch. Imaginez, vous vivez dans un locatif et vous voyez débarquer un voisin un poil encombrant, un commerce qui fait du ramdam et attire pas mal de clientèle. C'est ce qui est arrivé à l'un de nos téléspectateurs aujourd'hui à bout de nerfs. Malik Melii et Régis Miji. C'est l'histoire d'un petit immeuble qui aurait dû rester sans histoire. Nous sommes à Vernier, près de Genève. Pierre-Yves Delay et sa petite famille sont locataires ici depuis 23 ans. Il est cool, Pierre-Yves. Il aime le rock'n'roll, les virées à moto et la quiétude de son logement. À l'époque, c'était vraiment un petit immeuble très sympa, tout en famille, les enfants dans le jardin, les barbecues, les trucs comme ça. C'était top. Jusqu'à ce jour funeste d'octobre 2019, où c'est devenu nettement moins top. Un jour, on était là et d'un coup, je sens des vibrations et un bruit terrible dans tout l'immeuble. On toque à la porte et en fait, quand il ouvre la porte, ce monsieur était en train de, faire une saignée dans le sol avec un marteau-piqueur à taille adulte, pas une petite ulti pour mettre 3 tampons dans le mur. C'était le boucher qui s'installait. Puis un jour, on a vu arriver, on a vu débarquer d'un camion ces énormes... Vous savez, comme dans les boucheries, ces présentoirs qui vous montrent qu'il y a des clients qui vont venir, puis ils vont vous dire « Tiens, je veux ces 3 côtelettes, puis ces 2 machins. » C'est sympa, une boucherie. Mais qu'est-ce que c'est bruyant? Nettement plus bruyant que la petite musique qui accompagne ces archives de 1963. On a vu arriver les camions, dont des poids lourds frigorifiques avec les demi-vaches, les gros morceaux. Et puis forcément, du coup, ça engendre la fabrication. Donc, quand il tape avec son couperet de boucher sur le bio, ça résonne d'une manière terrible. Pierre-Yves Delay l'a même enregistré, ce bruit. Voilà, c'est ce qu'on entend quand on est au rez-de-chaussée, quoi. C'est le parking privé, voilà, avec des gens qui viennent se parquer un peu où ils peuvent. Et le samedi, c'est la journée des amateurs de viande. Les gens, ils font la queue devant notre ascenseur, devant nos boîtes aux lettres, dans le parking, où ils peuvent, ils font la queue, puis ils envahissent la zone, comme si c'était un magasin normal, quoi. Et c'est comme ça depuis 18 mois. Alors forcément, l'ambiance se dégrade dans le petit immeuble. En plus de Pierre-Yves Delay, nous aurions dû rencontrer 5 autres locataires mécontents. Au dernier moment, 3 se sont désistés et un autre a tenu à rester anonyme. La tension monte entre le boucher et les habitants. C'est les gens qui font la queue. Regarde, les gens ils sont installés sur les chaises à Lionel.
Mais non. Mais oui. Je l'ai plus celle-là. C'est des clients, ils sont, Ah ouais. ils sont assis. Ah ouais, ils sont squatter, assis, mec, tu me le rends à moi, c'est ils sont installés sur ces meubles. Là, il y a ma femme qui était enceinte, donc pendant tout le long de la grossesse, c'est boum, 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 boum. Moi, mes nuisances, c'est les livraisons, les palettes et le monde. Le samedi matin, moi, devant chez moi, j'ai l'impression d'être à la Migros. Pour se faire entendre, les locataires ont envoyé une pétition à la régie. Ils ont essayé de discuter avec le boucher, ils ont contacté l'ASLOCA, une protection juridique, ils ont multiplié lettres et mails sans aucun résultat. L'ancienne régie, puis la nouvelle qui lui a succédé, ont écrit à la boucherie pour lui rappeler qu'on peut préparer et stocker de la viande dans le local, mais pas en vendre. Elle menace de résilier le bail, rien n'y fait, la boucherie est toujours là. C'est une honte. C'est une honte parce c'est une honte surtout parce que alors quand il faut payer le loyer, il faut toujours que nous, en tant que locataires, nous soyons rubis sur l'ongle. Il ne faut surtout pas avoir 3 jours de retard. Hein, ça, je ne suis sûrement pas le premier à le dire. Mais alors quand il y a un petit problème, puis que nous on leur demande de résoudre, il n'y a plus personne. Et nous avons bien sûr contacté le patron de la boucherie pour lui demander son point de vue. Regardez. La voici donc, cette fameuse boucherie, avec son laboratoire et ses armoires frigorifiques, et son présentoir de vente. Salut Jésus. Salut. Ça va? Et le patron, c'est lui, Monsieur Kiza. Il comprend les plaintes des autres locataires jusqu'à un certain point. Je comprends, mais dans une boucherie, pour couper la viande, pour scier le carcasse, c'est normal qu'on doit travailler. C'est pas tous les gens qui viennent faire la queue. Non, mais de le temps en samedi, temps, il y a du monde. samedi, il y a du monde. Certains monde qui viennent, mais pas qui font le problème. C'est pas une bar, les gens qui crient, qui engueulent, qui battent pour déranger les gens. Non, c'est pas un bar. C'est pas une bar. On dit ils dérangent, ils font le bruit pour les gens. Pour payer le loyer, pour payer l'employé, je suis obligé une partie vendre. Donc vous allez continuer à vendre? Actuellement, je suis obligé de vendre. Si mes pays, je pars demain, je ne cherche pas le problème. Si on vous rembourse tout ce que vous avez investi? Je pars. Seule condition qui me rembourse, je pars demain. Bonsoir Grégoire Geisbuller. Bonsoir madame. Alors vous êtes avocat, chargé de cours à l'Université de Lausanne. Avec vos étudiants de 3e année, vous avez décortiqué ce cas assez complexe, hein, somme toute. Bon, la régie admet qu'il y a un problème, mais elle n'agit pas. Que peuvent faire les locataires? Alors c'est compliqué parce qu'on est ici dans une relation tripartite. Le boucher en lui-même n'a pas de relation avec les autres locataires, donc tout le monde passe par la régie qui a les contrats avec les deux. Donc les locataires, de leur côté, ils peuvent faire pression sur la régie, ils peuvent menacer de demander une diminution de loyer et ils peuvent, et c'est peut-être le plus efficace, dire qu'ils vont consigner ce loyer en main du pouvoir judiciaire et ensuite intenter une action. Et tant que cette action n'est pas résolue, l'argent n'ira pas à la régie. Oui, alors pour bien comprendre, la consignation de loyer, ça veut dire qu'on continue à payer son loyer, mais que la régie ne touche pas l'argent. Et ça, c'est déjà le début d'une procédure. Ça, c'est déjà le début d'une procédure, oui. Vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain que vous renoncez à payer le loyer. À ce moment-là, vous vous exposez à une résiliation pour défaut de paiement. Donc vous payez, mais vous ne payez pas à la régie elle-même. Vous devez faire des démarches auprès du pouvoir judiciaire. Et ensuite, vous mettez ça sur un compte bloqué auprès des tribunaux. Et ensuite, vous avez 30 jours pour initier une procédure dans laquelle vous ferez valoir vos griefs contre le bailleur. Est-ce que ça veut dire que ça finit forcément devant le tribunal des baux et loyers, ou est-ce qu'il peut y avoir une conciliation avant? Oui, il y a une conciliation. Il faut saisir dans un premier temps l'autorité de conciliation en la matière. Le titre exact varie de canton en canton. Mais devant cette autorité de conciliation, vous aurez un juge ou une juge qui tentera d'amener les parties à trouver un compromis, soit une baisse de loyer, soit par exemple une négociation pour des travaux d'insonorisation, ce genre de choses. Alors justement, parce qu'on a l'impression que les options qui sont sur la table, c'est soit le statu quo, soit l'expulsion du boucher, mais d'après ce que vous dites, on a l'impression qu'il pourrait y avoir une troisième voie. Oui, juridiquement, les options sont assez sèches, on va dire. Vous pouvez quitter votre appartement, vous pouvez faire pression sur le bailleur pour qu'il résilie le bail, mais comme souvent, c'est des options un peu extrêmes
Et il vaut mieux, dans ces cas-là, tenter de trouver une solution négociée entre toutes les parties. C'est souvent plus efficace, surtout que le problème ici est moins la présence que le bruit. C'est plus efficace, ça permet de rétablir une certaine harmonie entre voisins et c'est souvent moins cher qu'une procédure qui peut prendre du temps. Voilà, d'où les fameuses mesures possibles d'isolation phonique que vous avez évoquées tout à l'heure. Merci beaucoup, Grégoire Gaspuller, pour vos explications et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup.